Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture d'un conte de Gustave Flaubert qui s'intitule Passion et Vertu. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Un groupe d'enfants et de femmes s'arrêta devant Mazza pour regarder la belle calèche et le manteau rouge qui pendait de la portière. Tout cela souriait et parlait haut. Quand elle eut relayé, elle rencontra au bout du pays le cortège qui entrait à la mairie, et le sourire vint sur sa bouche quand elle vit l'écume de ses chevaux qui tombait sur les mariés et la poussière de leurs pas qui salissait leurs vêtements blancs. Elle avança la tête et leur lança un regard de pitié et d'envie. Car de misérable, elle était devenue méchante et jalouse. Le peuple alors, en haine des riches, lui répondit par des injures et l'insulta. En lui jetant des pierres sur les armoires de sa voiture, longtemps dans la route, à moitié endormie, par le mouvement des ressorts, le son des grelots et la poussière qui tombait sur ses cheveux noirs, elle pensa à la noce du village, et le bruit du violon qui précédait le cortège, le son de l'orgue, les voix des enfants qui avaient parlé autour d'elle, tout cela tintait à ses oreilles comme l'abeille qui bourdonne ou le serpent qui siffle. Elle était fatiguée. La chaleur l'accablait. Sous les cuirs de sa calèche, le soleil dardait en face. Elle baissa la tête sur ses coussins de drap bleu et s'endormit. Elle se réveilla aux portes de Paris. Quand on a quitté la campagne et les champs et qu'on se retrouve dans les rues, le jour semble sombre et baissé, comme dans ces théâtres de foire qui sont lugubres et mal éclairés. Mazza se plongea avec délice dans les rues les plus tortueuses. Elle s'enivra du bruit et de la rumeur qui venait la tirer d'elle-même et la reporter dans le monde. Elle voyait rapidement et, comme des ombres chinoises, toutes les têtes qui passaient devant sa portière. Toutes lui semblaient froides, impassibles et pâles. Elle regarda avec étonnement pour la première fois la misère qui va pieds nus sur les quais, la haine dans le cœur et un sourire sur la bouche comme pour cacher les trous de ses haillons. Elle regarda la foule qui s'engouffrait dans les spectacles et les cafés. Et tout ce monde de laquais et de grands seigneurs qui s'étalent comme un manteau de couleur un jour de parade, tout cela lui parut un immense spectacle, un vaste théâtre. Avec ses palais de pierre, ses magasins allumés, ses habits de parade, ses ridicules en faveur, ses sceptres de carton et ses royautés d'un jour. Là, le carrosse de la danseuse éclabousse le peuple, et là, l'homme se meurt. De faim, en voyant des tas d'or derrière les vitres. Partout le rire et les larmes, partout la richesse et la misère, partout le vice qui insulte la vertu et lui crache à la face, comme le châle usé de la fille de joie, qui effleure, en passant, la robe noire du prêtre. Oh, il y a dans les grandes cités une atmosphère corrompue et empoisonnée qui vous étourdit et vous enivre, quelque chose de lourd et de malsain, comme ces sombres brouillards du soir qui planent sur les toits. Mazza aspira cet air de corruption à pleine poitrine. Elle le sentit comme un parfum. Et pour la première fois, alors elle comprit tout ce qu'il y avait de large, d'immense dans le vice et de voluptueux dans le crime. En se retrouvant chez elle, il lui sembla qu'il y avait longtemps qu'elle était partie, tant elle avait souffert et vécu en peu d'heures. Elle passa la nuit à penser, à pleurer, à se rappeler sans cesse son départ, son retour. Elle voyait de là les villages qu'elle avait traversés, toute la route qu'elle avait parcourue. Il lui semblait encore être sur la jetée et regarder la mer et la voile qui s'en va. Elle se rappelait aussi la noce, avec ses habits de fête, ses sourires de bonheur. Elle entendait de là le bruit de sa voiture sur les pavés. Elle entendait aussi les vagues qui mugissaient et bondissaient sous elle. Et puis elle fut effrayée de la longueur du temps. Elle crut avoir vécu un siècle et être devenue vieille, et avoir les cheveux blancs, tant la douleur vous affaisse, tant le chagrin vous ronge.
car il est des jours qui vous vieillissent comme des ans, des pensées qui font bien des rides. Elle se rappela aussi, en souriant avec regret, les jours de son bonheur, ses vacances paisibles sur les bords de la Loire où elle courait dans les vallées, des bois, se jouait avec les fleurs et pleurait en voyant passer les mendiants. Elle se rappela ses premiers bals, où elle dansait si bien, où elle aimait tant les sourires gracieux et les paroles aimables, et puis encore ces heures de fièvre et de délire dans les bras de son amant, ces moments de transport et de rage où elle eût voulu que chaque regard durât des siècles et que l'éternité fût un baiser. Elle se demanda alors si tout cela était parti et effacé pour toujours, comme la poussière de la route et le sillon du navire sur les vagues de la mer. Chapitre 5. Enfin la voilà revenue, mais seule. Plus personne pour la soutenir, plus rien à aimer. Que faire? Quel parti prendre? Oh, la mort, la tombe 100 fois. Si, malgré son dégoût et son ennui, elle n'avait eu au cœur un peu d'espérance, qu'espérait-elle donc? Elle l'ignorait elle-même, seulement elle avait encore foi à la vie. Elle crut encore qu'Ernest l'aimait, lorsqu'un jour elle reçut une de ses lettres, mais ce fut une désillusion de plus. La lettre était longue, bien écrite, toute remplie de riches métaphores et de grands mots. Ernest lui disait qu'il ne fallait plus l'aimer, penser à ses devoirs et à Dieu. Et puis il lui donnait, en outre, d'excellents conseils sur la famille, l'amour maternel, et il terminait par un peu de sentiment, comme M. de Bouilly ou Mme Cotin. Pauvre Mazza. Tant d'amour, de cœur et de tendresse, pour une indifférence si froide, un calme si raisonné. Elle tomba dans l'affaissement et le dégoût. « Je croyais, dit-elle un jour, qu'on pouvait mourir de chagrin. » Du dégoût, elle passa à l'amertume et à l'envie. C'est alors que le bruit du monde lui parut une musique discordante et infernale, et la nature, une raillerie de Dieu. Elle n'aimait rien et portait de la haine à tout. À mesure que chaque sentiment sortait de son cœur, la haine y entrait si bien qu'elle n'aima plus rien au monde, sauf un homme. Souvent, quand elle voyait dans les jardins publics des mères avec leurs enfants, qui jouaient avec eux et souriaient à leurs caresses, et puis des femmes avec leurs époux, des amants avec leurs maîtresses, et que tous ces gens-là étaient heureux, souriaient, aimaient la vie, elle les enviait et les maudissait à la fois. Elle eût voulu pouvoir les écraser tous du pied, et sa lèvre ironique leur jetait en passant quelques mots de dédain, quelques sourires d'orgueil. D'autres fois, quand on lui disait qu'elle devait être heureuse dans la vie, avec sa fortune, son rang, que sa santé était bonne, que ses joues étaient fraîches et qu'on voyait qu'elle était heureuse, que rien ne lui manquait, elle souriait cependant. La rage dans l'âme. Ah, les imbéciles, disait-elle, qui ne voient que le bonheur sur un front calme, qui ne savent pas que la torture arrache des rires. Elle prit la vie, dès lors, comme un long cri de douleur. Et si elle voyait des femmes qui se paraient de leur vertu, d'autres de leur amour, elle raillait leurs vertus et leurs amours. Quand elle trouvait des gens heureux et confiants en Dieu, elle les tourmentait par un rire et un sarcasme. Les prêtres, elle les faisait rougir en passant devant eux, par un regard lascif et riait à leurs oreilles. Les jeunes filles et les vierges, elle les faisait pâlir par ses contes d'amour et ses histoires passionnées. Et puis l'on se demandait quelle était cette femme pâle et amaigrie, ce fantôme errant, avec ses yeux de feu et sa tête de damné. Et si on venait à vouloir la connaître, on ne trouvait au fond de son existence qu'une douleur, et dans sa conduite, que des larmes. Oh, les femmes, elle les haïssait dans l'âme, les jeunes et les belles surtout, et quand elle les voyait dans un spectacle ou dans un bal, à la lueur des lustres et des bougies, étalant leurs gorges ondulantes, ornées de dentelles et de diamants, et que les hommes empressés souriaient à leur sourire, et qu'on les flattait, et les vantait, elle eût voulu froisser ses vêtements et ses gazes brodés, cracher sur ses figures chéries, et traîner dans la boue ces fronts si calmes et si fiers de leur froideur.
Elle ne croyait plus à rien, qu'au malheur et à la mort. La vertu, pour elle, était un mot, la religion un fantôme, la réputation un masque imposteur, comme un voile qui cache les rides. Elle trouvait alors des joies dans l'orgueil, les délices dans le dédain, et elle crachait en passant sur le seuil des églises. Quand elle pensait à Ernest, à sa voix, à ses paroles, à ses bras qu'il avait tenus si longtemps palpitantes et éperdues d'amour, et qu'elle se trouvait sous les baisers de son mari, elle se tordait de douleur et d'angoisse, et se roulait sur elle-même, comme un homme qui râle et agonise en criant après un nom, en pleurant sur un souvenir. Elle avait des enfants de cet homme. Ses enfants ressemblaient à leur père. Une fille de 3 ans, un garçon de 5, et souvent dans leur jeu, leur rire pénétrait jusqu'à elle. Le matin, ils venaient l'embrasser en riant, quand elle, leur mère, avait veillé toute la nuit dans des tourments inouïs, et que ses joues étaient encore fraîches de ses larmes. Souvent, elle pensait à lui errant sur les mers. Ballotté peut-être par la tempête, lui qui se perdait peut-être dans les flots, seul, et voulant se rattacher à la vie, et qu'elle voyait de là un cadavre bercé sur la vague, où vient s'abattre le vautour. Alors elle entendait des cris de joie, des voix enfantines qui accouraient pour lui montrer un arbre en fleurs, ou le soleil qui faisait reluire la rosée des herbes. C'était pour elle comme la douleur de l'homme qui tombe sur le pavé et qui voit la foule rire et battre des mains. Alors, que pensait Ernest, loin d'elle? Parfois, il est vrai, quand il n'avait rien à faire dans ses moments de loisir et de désœuvrement, en pensant à elle, à ses étreintes brûlantes, à sa croupe charnue, à ses seins blancs, à ses longs cheveux noirs, il la regrettait, mais s'empressait d'aller éteindre, dans les bras d'une esclave, le feu allumé dans l'amour le plus fort et le plus sacré. Et d'ailleurs, il se consolait de cette perte avec facilité, en pensant qu'il avait fait une bonne action, que cela était agir en citoyen, que Franklin ou Lafayette n'auraient pas mieux fait, car il était alors sur la terre nationale du patriotisme, de l'esclavage, du café et de la tempérance. Je veux dire l'Amérique. C'était un de ces gens chez qui le jugement et la raison occupent une si grande place qu'ils ont mangé le cœur comme un voisin incommode. Un monde les séparait, car Mazza, au contraire, était plongée dans le délire et l'angoisse, et tandis que son amant se vautrait à plaisir dans les bras des négresses et des mulâtres, elle se mourait d'ennui, croyant aussi qu'Ernest ne vivait que pour elle et ressentait un mal dont il se moquait dans son rire bestial et sauvage. Il se donnait à une autre. Tandis que cette pauvre femme pleurait et maudissait Dieu, qu'elle appelait l'enfer à son secours et se roulait en demandant si Satan, enfin, n'arriverait pas. Ernest, peut-être, au même moment où elle embrassait avec frénésie un médaillon dans ses cheveux, au même moment, peut-être, il se promenait gravement sur la place publique d'une ville des États-Unis, en veste et en pantalon blanc comme un planteur, et allait au marché acheter quelque esclave noire qui eut des bras forts et musclés, de pendantes mamelles et de la volupté pour de l'or. Du reste, il s'occupait de travaux chimiques. Il y avait plein, deux immenses cartons de notes sur les couches de silex et les analyses minéralogiques. Et d'ailleurs, le climat lui convenait beaucoup. Il se portait à ravir dans cette atmosphère embaumée d'académies savantes, de chemins de fer, de bateaux à vapeur, de canne à sucre et d'indigo. Dans quelle atmosphère vivait Mazza? Le cercle de sa vie n'était pas si étendu. Mais c'était un monde à part, qui tournait dans les larmes et le désespoir, et qui enfin se perdait dans l'abîme d'un crime. Chapitre 6. Un drap noir était tendu sur la porte cochère de l'hôtel. Il était relevé par le milieu et formait une espèce d'ogive brisée, qui laissait voir une tombe et 2 flambeaux dont les lumières tremblaient, comme la voix d'un mourant, au souffle froid de l'hiver qui passait sur ces draps noirs, tout étoilés de larmes d'argent. De temps en temps, les 2 fossoyeurs
qui avaient soin de la fête, se rangeaient de côté pour faire place aux conviés, arrivant l'un après l'autre, tous vêtus de noir, avec des cravates blanches, un jabot plissé et des cheveux frisés. Ils se découvraient en passant près du mort et trempaient dans l'eau bénite le bout de leurs gants noirs. C'était dans l'hiver, la neige tombait. Après que le cortège fut parti, une jeune femme entourée d'une mante noire descendit dans la cour, marcha sur la pointe des pieds à travers la couche de neige qui couvrait les pavés. Et elle avança sa tête, pâle, entre ses voiles noirs, pour voir le char funèbre qui s'éloignait. Puis elle éteignit les 2 bougies qui brûlaient encore. Elle remonta, défit son manteau, réchauffa ses sandales blanches au feu de sa cheminée, détourna la tête encore une fois, mais elle ne vit plus que le dos noir du dernier des assistants qui tournait à l'angle de la rue. Quand elle n'entendit plus le ferraillement monotone des roues du char sur le pavé, et que tout fut passé et parti, les chants des prêtres, le convoi du mort, elle se jeta sur le lit mortuaire, s'y roula à plaisir en criant, dans les accès de sa joie convulsive, « Arrive maintenant, à toi tout cela. Je t'attends, viens donc, à toi mon bien-aimé, la couche nuptiale et ses délices. À toi seul, à nous deux, un monde d'amour et de volupté. Viens ici. Je m'y étendrai sous tes caresses, je m'y roulerai sous tes baisers. » Elle vit sur sa commode une petite boîte en palissandre que lui avait donnée Ernest. C'était comme ce jour-là, un jour d'hiver. Il arriva entouré de son manteau. Son chapeau avait de la neige et quand il l'embrassa, sa peau avait une fraîcheur et un parfum de jeunesse qui rendait ses baisers doux comme l'aspiration d'une rose. Cette boîte avait au milieu leurs chiffres entrelacés, un M et un E. Son bois était odoriférant. Elle y porta ses narines et y resta longtemps contemplative et rêveuse. Bientôt, on lui amena ses enfants. Ils pleuraient et demandaient leur père. Ils voulurent embrasser Mazza et se consoler avec elle. Celle-ci les renvoya avec sa femme de chambre, sans un mot, sans un sourire. Elle pensait à lui, qui était bien loin et qui ne revenait pas. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À très bientôt.